Donc après ces 3 années, voire 6, vous avez fait deux retraites Oui, 2 retraites de 3 ans, oui, c'est ça. Et puis j'ai choisi, j'en étais pas sûr au début, de rejoindre, après les retraites, la communauté monastique, dans laquelle je suis resté 10 ans. Jusqu'en 2004. Je suis sorti de retraite en 1994 et jusqu'en 2004, je suis resté dans la communauté monastique. Mais ce qui se passait, c'est que donc de 2001 à 2004, j'étais déjà en partie dans cette activité pour mon père. Je me sentais un peu en porte-à-faux. Ça fait partie donc de votre décision de quitter le... Oui, voilà, ça a vraiment fait partie de la décision de quitter le monastère pour avoir une activité. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au niveau plus théorique, plus spirituel, ça ne m'a posé, je dirais, aucun problème. Dans la mesure justement où il n'y a pas à faire cette séparation, et d'ailleurs les plus grands maîtres bouddhistes le disent, entre l'action finalement et la vie intérieure ou la vie spirituelle. On peut continuer à essayer de s'améliorer, de se transformer, d'être moins le sujet à la colère, à l'égoïsme, à l'orgueil, etc., à travers les situations qu'on rencontre dans la vie. Dans le choix justement de l'action pour votre père, vous avez rencontré beaucoup de gens sur ce parcours, sur cette nouvelle quête finalement pour la reconnaissance de son œuvre. Et vous avez rencontré entre autres quelqu'un qu'on va rencontrer ensemble maintenant. On retrouve tout de suite Patrice Antona dans les studios de RCFM. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vous avez connu l'œuvre de Il y a deux abords. D'une part, il y a le fait qu'Henri Tomasi était un compositeur d'origine corse et j'avais trouvé, en m'intéressant un peu à la musique, au chant, un recueil de partitions, des arrangements d'Henri Tomasi. Et puis il y a le détour par le jazz qui est ma musique de référence, pourrait-on dire. Et il se trouve que Wynton Marsalis, trompettiste, a enregistré le concerto pour trompette d'Henri Tomasi. Donc j'ai vu ça un jour dans une discographie, j'ai acheté le concerto. Je suis tombé en arrêt devant cette musique parce que effectivement ça correspond à la musique classique que j'écoute volontiers, qui m'intéresse. Musique française, on pourra dire, de cette partie du siècle, et puis même un peu au-delà, avec Dutilleux, qui est encore vivant, et puis à l'étranger, Shostakovich, des gens comme ça, quoi. Et donc ça a été le départ. Et lorsqu'il y a eu le centenaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Claude, et j'ai dit... On fait des émissions, et on a fait 2 émissions ensemble. Et là, je suis allé un peu plus avant dans l'œuvre d'Henri Tomasi. Vous êtes connu. Et donc, comment vous faites, vous avez le choix, en fait, de mettre en valeur des artistes que vous aimez ? Oui. Alors, on vous laisse le choix. Je présente depuis pas mal d'années une émission qui est très en prise sur ce qui se passe dans l'actualité artistique insulaire, donc les spectacles, les disques qui sortent. Mais en même temps, j'ai toute latitude pour recevoir les invités qui m'intéressent plus particulièrement, qui me paraissent plus importants. Alors là, il faut dire que c'était pas si facile quand même, parce que j'ai eu des retours... après ces 2 émissions consacrées à la musique d'Henri Tomasi, où je me suis aperçu que le niveau de connaissance musicale de nos contemporains laisse un peu à désirer. C'est-à-dire je pense que si j'avais passé de la musique dodécaphonique à haute dose sur l'antenne, ça n'aurait pas réagi plus violemment. Un bon accueil. C'est difficile à écouter. Voilà. Alors que pour moi, c'est une musique quand même qui reste... Henri Tomasi était quand même un mélodiste, donc ça chante bien. Patrice, durant toutes ces années, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous imaginer qui est en train de vous écouter ? Quelles sont les personnes qui sont de l'autre côté de leur poste ? En fait, c'est... Vous l'imaginez dans une voiture ? Non, le plus important, c'est la personne qui est en face de moi. Parce que l'interview radiophonique, c'est quelque chose de très intime, en fait. Il y a quelque chose de la relation amoureuse, quoi, hein. Et quand s'il se passe vraiment quelque chose entre nous, la radio va faire passer le message à celui qui est de l'autre côté. Vous avez confiance en la radio J'ai confiance en la radio. Et en votre voix aussi. En dépit des années, j'ai toujours confiance en la radio. On lève le voile à présent sur un autre métier de l'ombre, l'ingénieur du son avec Stéphane Romeil, quand l'œil écoute. Carbucci, le studio La Source, propose aux musiciens un environnement professionnel dans une atmosphère feutrée, propice à la création.
Aux manettes, Stéphane Romeil, ingé son, producteur et nounou occasionnel pour les artistes qui défilent dans ce lieu dédié au son et à la musique. Là, je suis en train de travailler sur un projet de jeune Corse, donc une jeune fille qui écrit, compose et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que je suis en train de produire. Voilà. Mon rôle est de mettre tout ça en forme, de présenter ces chansons le mieux possible. Et je suis là aussi pour les aider parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude du studio, c'est la première fois qu'ils rentrent en studio. Donc je suis là pour les mettre en confiance, leur expliquer techniquement comment ça se passe et voilà. Quel conseil je peux donner à futurs jeunes qui ont envie de faire ce métier-là, c'est vraiment la passion. Il faut vraiment aimer ce métier-là. Voilà. Ça c'est clair, il faut le respecter, et l'envie tout simplement de faire les choses. Puis c'est un métier passionnant. On rencontre plein de gens différents, des musiciens différents, tout style de musique, et on apprend quoi tous les jours. Attends, excuse-moi Stéphane. Là il y a 2 entrées là. Faut le mettre là ou là? Ah ça marche. Bon c'est bon, hein, comme vous voulez. Hein. Il est très difficile, en tout cas, pour un artiste qui n'a pas l'habitude d'essayer de retranscrire son projet. Et moi, je suis la transition qu'il y a entre les deux, entre l'artiste et le côté technique. Donc, il faut aussi avoir, en tant qu'ingé, il faut avoir aussi un recul du mix qu'il va avoir au final. Alors, le procédé dans l'enregistrement, il y a deux styles. Le premier, ce serait tous ensemble. Mais bien souvent, c'est des pistes individuelles. Donc, à tour de rôle, les musiciens vont entrer dans la cabine, on va enregistrer piste par piste tous les instruments. On se retrouve après sur une console de ce type avec toutes les pistes individuelles où on pourra ensuite mélanger, mixer tout ça, donner un peu plus de brillance à tel instrument, reculer un instrument par-ci par-là, mettre des effets, ce qu'on appelle des reverbs. Et voilà, donc après, avec l'artiste, on écoute et on voit si ça convient. Voilà, que pensez-vous de ce sujet? Ce sujet, c'est intéressant bien sûr puisque c'est lié au son, à la musique. La musique. Mais sinon, je relève aussi le terme homme de l'ombre qui me plaît, et qui me rappelle même une photo où je me trouve avec mon père à l'issue de la représentation d'un de ses opéras. Et il y a une réception, etc. Et je me tiens très en retrait, comme ça, avec tout de même, en tant qu'homme de l'ombre, l'idée de l'interviewer après, enfin, d'enregistrer ses confidences et qu'il me parle de sa vie, etc. Voilà. Donc vous avez déjà cette fonction. J'avais déjà, disons, cette idée. Oui. Claude, on a envie de vous demander, vous avez fait un énorme travail pour l'œuvre de votre père. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour l'œuvre de votre mère? Voilà, c'est maintenant le nouveau, effectivement, une nouvelle tâche à laquelle je vais m'atteler. Voilà, c'est vraiment le nouveau challenge. Voilà, c'est-à-dire, alors la biographie sera beaucoup moins étoffée que pour mon père, parce que justement, comme elle a été sa compagne et sa collaboratrice, elle était finalement plus dans l'ombre, elle voilà, aussi. elle était dans l'ombre, oui. Et donc sa vie, il y a moins à raconter sur sa vie, mais ce sera un livre, essentiellement un livre d'art avec de nombreuses reproductions. Elle a donc réalisé de très très beaux dessins à l'encre de Chine notamment. Parce qu'elle était peintre et voilà, elle dessinatrice. était peintre et dessinatrice, oui. D'ailleurs, elle a illustré certaines partitions de mon père qui ont été publiées, notamment elle a fait quelques dessins de Corse pour évoquer des chansons corses que mon père avait harmonisées. Alors, comment on grandit auprès de cette mère artiste et aimante aussi? Très aimante en effet, et ce qui donne, je crois, une solidité, quelles que soient les péripéties de l'existence. Hein. Une mère aimante. C'est la base. Hein. Oui, vraiment, vraiment. Et ce qui est extraordinaire, je pense, dans son cas, c'est qu'elle a mené de front à la fois d'être une vraie mère, en même temps la collaboratrice de mon père, dont elle s'est occupée sur tous les plans. Et puis, elle est tout de même arrivée à travailler pour elle-même, un peu dans les marges,
Hein, oui, elle a un petit peu sacrifié sa vie artistique finalement. Et c'est vrai qu'elle elle a quand même sacrifié son évolution artistique. Oui, elle aurait pu, je pense, faire beaucoup plus si elle en avait eu le temps, si elle s'en était accordé le temps. Donc là, on met le cap sur la mer, justement, parce que vous avez choisi... Oui, tout à fait. J'ai choisi le retour à la mer. Le retour à la mer. Et là, près d'Ajaccio, dans un lieu qui est absolument superbe, parce que sauvage, c'est le Cap Odifène. C'est effectivement, on se croirait... vraiment très très loin des voilà, villes. C'est ce qui m'avait surpris la fois où des amis m'avaient emmené ici. Et puis bon, la mer, c'est vraiment un grand symbole d'infini. Enfin, pour moi, ça relie beaucoup de choses. La mer relie beaucoup de choses dans mes propres convictions. Oui, oui, oui. Alors, on se rend tout de suite à Cap Odifène. Qu'est-ce que ça représente, la Corse? Enfin, pour vous, on aimerait savoir. Eh bien, la Corse, c'est vrai que c'est vraiment mon pays. Je n'en ai pas d'autres parce que du côté de ma mère, comme on l'a dit, c'était Paris. Et j'ai plus du tout envie de vivre à Paris. Mais la Corse, ce sont vraiment mes racines principales. Élargies, grâce à mon père, à toute la Méditerranée. Hein. Vous étiez toujours autour de la Corse, c'est pas vraiment en Corse. L'Espagne, la Grèce, la Turquie, le Maghreb, mais bon, finalement, je suis revenu enfin en Corse, au centre. Hein. Ouais. C'est ce que disait d'ailleurs un critique de la musique de mon père. Il disait, la musique de Tomasi, elle va de Marseille au Vietnam, en passant par le Hogar, avec la Corse au cœur. Donc là, je suis revenu au cœur et... on vous retrouve aussi. Voilà. Et donc, dans ce retour, ce qui m'a frappé et émerveillé, c'est de voir qu'elle était encore belle, la Corse. Et puis alors, après, pour revenir à une idée plus bouddhiste, si on veut, la mer, c'est sentir qu'il y a à la fois les vagues qui sont individuelles, particulières, mais sentir finalement, au-delà de la vague que nous sommes, chacun de nous, bon, on est l'océan aussi. Et je crois qu'en tant qu'être humain, effectivement, c'est de passer du moi-je du bébé à une ouverture universelle. Merci Claude d'avoir dévoilé un petit peu toutes vos identités, justement, aussi. Oui, de cet échange entre nous qui était possible aussi parce qu'il y avait une vraie relation. C'était pas juste... oui. Merci beaucoup d'avoir ressenti comme moi. Au revoir Céline et merci. Au revoir, bonne continuation Claude. Voilà, j'espère que vous l'avez ressenti aussi. Je vous dis à la semaine prochaine dans un taxi pour.